le cours tu as peut-être eu le temps de lire le petit questionnaire. Et puis, et peut-être il y aura une ou deux questions sur lesquelles je vais rebondir concernant le RFCP. Et éventuellement, si tu veux me parler un petit peu des Ok, événements à venir et puis faire un peu de promo, comme ça je peux mettre ça sur la page aussi YouTube ou Facebook. Ça roule? d'accord. Bon. D'accord, ça marche. Allez, on y Allez, va. c'est parti, comme des YouTubeurs. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gabriel Martinez, qui va nous parler du RFCP et surtout qui a accepté de répondre à notre questionnaire concernant le projet Bois-Terre-Paille, dont tu as certainement entendu parler si tu suis un petit peu la chaîne Facebook de Faisons le Mur. Et puis, et voilà, donc je me suis associé à ce projet pour essayer de faire évoluer un petit peu les filières, enfin la filière Bois-Terre-Paille, et voir quels pouvaient être les axes d'avancée, les axes de blocage et tout ça. Et donc sur la base de ce programme, eh ben, on essaye d'interviewer un maximum de personnes et de faire circuler un questionnaire auquel tu peux répondre également. Donc je mettrai le lien dans la description, un questionnaire qui s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet de l'habitat respectueux, sain, écologique, et puis voilà, bon pour la planète et bon pour les habitants. Donc voilà, donc je reviens à notre invité, à mon invité ici aujourd'hui, Gabriel Martinez. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ok, donc tu as dit mon nom, j'ai pas besoin de le redire. Moi, je suis issu de l'artisanat, je suis issu de la menuiserie, et puis, il y a quelques années, j'ai découvert la paille et je suis tombé dedans, j'ai pas pu en sortir. Donc, je me suis formé pour faire évoluer mon activité entrepreneuriale. Voilà, donc j'ai eu un certain temps une activité mixte, menuiserie, charpente, isolation. Isolation performante dans son ensemble et en particulier avec la paille et de l'accompagnement aux autoconstructeurs également. Voilà. Et donc ça faisait quelques années que j'étais très impliqué dans le réseau français de la construction paille. Donc c'est la structure nationale qui fédère les acteurs de la construction paille, que ce soit des particuliers qui soutiennent, qui sont autoconstructeurs ou pas, des architectes, des maîtres d'œuvre, des charpentiers, etc. etc. Donc j'étais très impliqué et il y a quelques mois, on a créé un poste de coordinateur qu'on n'avait pas au sein du réseau français à la construction paille et c'est moi qui assure ce rôle maintenant. Ok, Voilà. ok, super. Et voilà, donc on va commencer par ma première question, c'est de te demander est-ce que tu connais le programme de la France Insoumise qui vise à aider le développement de la filière bois-terre-paille et qu'est-ce que tu en penses si tu le connaissais? Alors j'ai regardé effectivement ce que la France Insoumise proposait avec ses livrets, donc j'en ai regardé quelques-uns. Au niveau du bois terre paille, j'ai relevé voilà, une aide au développement, mais qui reste assez vague. Bon, ben, voilà, c'est des livrets qui ne rentrent pas forcément beaucoup dans les détails. Voilà, on parle également de, qu'est-ce que je me souviens, du logement social. Voilà, utiliser le logement social pour impliquer particulièrement ces filières. Voilà, ça parle également d'un plan de rénovation énergétique qui est un petit peu chiffré. Si je me souviens bien, on parle d'une enveloppe de 20 milliards. 20 milliards pour rénover 700 000 logements, quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, Voilà. ouais. Ok, 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 bah c'est bien. Et toi, pour le développement de ces filières, quel est selon toi le besoin ou l'urgence de faire d'aider au développement de la filière du bois, de la terre et de la paille? L'urgence, tu veux dire pourquoi, pourquoi la faire évoluer ou qu'est-ce qu'il Voilà. faudrait faire pour que ça évolue? Eh ben déjà le besoin. Pourquoi voilà le besoin qui est derrière. Pourquoi utiliser le bois? Exactement. Pourquoi utiliser ces matériaux plutôt que d'autres matériaux plus conventionnels? D'accord. Euh, donc,
avec la terre, bon, ben, c'est quelque chose qui, c'est un matériau qui est depuis très longtemps utilisé, souvent dans certaines régions particulièrement. C'est un matériau qui par essence est extrêmement peu coûteux, voilà, et qui a des grandes qualités, non pas thermiques comme on l'entend actuellement, mais qui va apporter beaucoup d'énergie, une régulation d'humidité, de température, et donc qui est très utile surtout dans les régions chaudes, on va dire. Ensuite, donc là, voilà, là pour la partie plutôt géosourcée. Après, pour le reste, les biosourcés, donc on parle du chanvre, on parle de la paille, on parle du bois également. Bon, ben c'est des matériaux qui se ressemblent dans leurs caractéristiques, notamment thermiques, notamment dans leur capacité à très bien accepter l'humidité. Qui va pouvoir l'absorber, qui va pouvoir la rendre, etc. Donc des matériaux qui sont très proches dans leurs caractéristiques, mais qui n'ont pas la même manière d'être produits, qui ne soutiennent pas les mêmes filières, etc. Donc là, je vais parler particulièrement de la paille, c'est le sujet que je connais le mieux, bien sûr. La paille, son grand intérêt, c'est qu'on ne la produit pas pour elle-même. L'agriculture céréalière cherche à produire du grain. C'est pour ça que les céréaliers sont embêtés avec la paille et cherchent à la raccourcir le plus possible. Bon, nous, ça ne nous arrange pas vraiment. Donc, mais c'est une grande qualité parce que on cherche à faire du grain et on obtient de la paille. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la paille? Bon, mais il y en a une partie qui doit retourner à la terre pour des raisons agronomiques. Une partie qui est utilisée pour l'élevage, pour les litières, les centres équestres, etc. Et encore une grande partie qui n'a pas de débouché, qui peut être brûlée dans certains cas. Donc ça ne nous arrange pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la paille? On l'utilise dans les murs. Donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être produit, qui est déjà là. En termes de ressources en France, on sait qu'une utilisation massive de la paille, c'est-à-dire que si tout le parc qu'on construit en une année se faisait en paille, on n'utiliserait que 10% de la ressource produite en France. C'est dérisoire. Voilà. Donc à la question, oui, est-ce que ça va produire une tension sur les éleveurs, etc. La réponse est non. Et on est très très loin de produire tout en paille. Voilà. Actuellement, on doit faire 1 pour 1000 de la construction neuve en France. Quoi. Voilà. Donc c'est un matériau qui n'est pas produit, donc ça veut dire que il ne coûte quasiment rien en termes d'économie d'une part, le porte-monnaie, et dans un second temps, il ne coûte rien aussi écologiquement puisque c'est un coproduit. Il ne prend pas d'autres terres arables comme le chanvre par exemple, donc il n'induit pas de tension sur l'alimentaire, voilà, donc beaucoup de qualité. Un produit qui est non transformé, enfin très très peu, c'est-à-dire qu'on part d'une tige, on la met en andin et puis on la bottelle et puis après on la transporte et on la met dans les murs. Donc c'est une transformation qui est simplissime. Et chose très rare dans le bâtiment, c'est que c'est le metteur en œuvre qui qualifie sa botte de paille, quoi. Par un procédé très simple, c'est le metteur en œuvre qui a le savoir-faire et qui va pouvoir dire cette paille, je peux la mettre dans les murs, elle remplit le cahier des charges, ou cette botte de paille ne la remplit pas et je l'utilise pour le jardin, quoi, pour faire simple. Et ça c'est unique parce que ça donne du savoir-faire à l'artisan, alors que depuis des décennies, on s'évertue à lui en enlever.
Ok. en lui proposant des matériaux qui sont de plus en plus transformés industriellement, et donc c'est l'industrie qui s'approprie la certification d'un produit, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Peut-être que j'ai oublié des points, mais déjà C'est ça fait déjà un petit monologue. c'est déjà un bon descriptif de ces matériaux. Et donc, si je devais résumer en quelques mots, on pourrait dire que l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés redonne un petit peu pas du crédit aux artisans, mais ramène le savoir-faire dans les mains des artisans, que ce sont des produits locaux avec peu de transport et qui sont produits dans tous les cas. C'est ça, donc comme la paille. Donc 10% de la paille est utilisée pour le bâtiment actuellement, alors que ça veut dire 90% de Non, tout. non, pas actuellement. Si tout le parc Ok. immobilier était construit en paille. Ah ouais, ok, ok. Donc c'est le 1 pour 1000 Voilà, dont tu dis. voilà. Ok, ouais, c'est incroyable, quoi. Donc Donc c'est vrai. actuellement, on fait 1 pour 1000 de l'immobilier en France. Donc la paille représente 1 pour 1000 du marché. Donc c'est 10% que tu dois diviser par 1000 pour savoir quelle est l'utilisation actuelle de la paille Ok, en tant que ressource, voilà, ok, par rapport à sa production. ok, ok. Donc C'est dérisoire. rien que le facteur gaspillage entre guillemets de cette paille, puisque finalement tout le reste de ces pailles sont peut-être voilà, sont certainement brûlées ou bien ou utilisées voilà, ou mésutilisées. Donc rien que le Une facteur partie, ouais. de gaspillage pourrait soulever l'urgence, on va dire, ou le besoin, quoi. Très bien. Et quelles ont été les avancées, alors, pour rester sur la paille, les avancées dans le secteur de la paille de ces dernières années? Donc, pour faire une petite chronologie, le réseau français de la construction paille est né en 2006, donc ça fait 12 ans. À cette époque-là, quasi aucun professionnel, hein, c'était que des autoconstructeurs qui ont découvert la botte de paille, qui sont tombés amoureux et qui ont voulu développer l'usage pour des raisons voilà, économiques, enfin écologiques, je veux dire, pour la plupart. Des questions aussi plus éthiques, personnelles aussi pour certaines personnes. Et donc voilà, on arrive en 2006 avec une poignée d'autoconstructeurs qui découvrent ce matériau, qui ont fait pour eux et puis qui vont faire pour des amis également, et qui se mettent ensemble, qui se mettent en réseau pour discuter et pour dire bon ben voilà, est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça prenne un peu plus d'ampleur. Donc ils se sont mis dans les premiers travaux, ils se sont mis à, à faire passer la paille dans la comment dire à faire passer un aspect réglementaire en termes de savoir-faire, en termes de technique. Bon, il faut savoir en France que on peut construire avec tout. Tu veux construire avec des bouteilles d'eau en plastique, tu le peux, quoi. Personne va te l'interdire. Par contre, si toi, entreprise, constructeur, architecte, etc., tu veux construire en bouteille d'eau plastique, tu vas avoir des difficultés à trouver une assurance. Donc c'est un gros enjeu. Donc la réponse qui a été trouvée par le réseau français de la construction paille, c'est d'écrire des règles professionnelles. Donc c'est un document réglementaire qui est dans la législation française. Et c'est un document qui est écrit par les filières elles-mêmes. Donc tu peux avoir, je sais pas moi, les constructeurs, enfin ceux qui végétalisent les toits vont faire leurs règles professionnelles, etc. Enfin voilà, c'est les filières qui ont accès à ce type de format. Donc le réseau s'en est emparé, ça a été le travail de plusieurs années, plusieurs dizaines de personnes, très très peu de moyens, c'était essentiellement bénévole, et qui ont abouti fin 2011 à ce texte, donc les règles professionnelles de la construction paille, qui ont été validées par l'instance
qui est en charge de ce type de document, donc ça s'appelle l'AQC, l'Agence Qualité Construction, euh, par l'intermédiaire d'une commission qui s'appelle la commission prévention produits. Et donc, cette commission a validé les règles pro. Ça a donné lieu à X années avec un besoin de retour d'expérience. Donc, on a mis en place des fiches autocontrôle pour que les constructeurs, les charpentiers, etc., écrivent ce qu'ils ont fait sur tel bâtiment, etc. Donc tout ça a créé un dossier qu'on a soumis à nouveau à la commission prévention produits et au final maintenant les règles professionnelles sont validées totalement. Voilà. Et depuis combien de temps? Quand est-ce que ces règles professionnelles ont été éditées? Donc elles ont été éditées fin 2011 Ouais. et donc elles ont été validées, mais là il y a une petite hiérarchie, c'est-à-dire que d'abord elles sont validées ce qu'ils appellent la liste orange. Donc il faut des retours d'expérience, il faut qu'on prouve maintenant ce qu'on a écrit. Voilà. Et X années plus tard, alors je me souviens plus de la date, c'était peut-être 2016, quelque chose comme ça, elles sont passées dans ce qu'ils appellent leur liste verte. Ok. Donc là, c'est bon, plus besoin de retour d'expérience. On a prouvé que ça marche. Ok. On Et a là, prouvé qu'il y avait très peu de sinistralité et donc c'est bon. Et maintenant, on en est à la troisième version des règles pro. C'est-à-dire que depuis 2011, fin 2011, et là, la troisième édition est sortie en début d'année. 2018, donc ça veut dire qu'il y a un gros dynamisme dessus et on les fait évoluer régulièrement. ok. Et notamment, j'entends beaucoup parler de la paille porteuse, qui, je crois que dans le document original, je ne sais pas si c'était traité. Est-ce Non. qu'il y a encore des blocages à ce niveau-là, au niveau des assurances et puis du faire-valoir de la faisabilité de la paille porteuse? Ouais. Alors la paille porteuse, là c'est un gros sujet parce que par essence, on parle de structure, quoi. Donc là, il va falloir avancer, enfin, il va falloir euh, mathématiser le comportement d'un mur en paille porteuse. Un mur qui par essence est hétérogène, qu'on a les modèles de calcul sont enfin c'est très difficile à pouvoir entrer dans des modèles de calcul et c'est très compliqué parce que ça demande toute une batterie de tests alors qu'on commence à faire si tu veux, mais il faudrait encore d'énormes moyens et multiplier les tests en laboratoire pour pouvoir générer des chiffres qui seraient exploitables pour un ingénieur structure. Donc c'est très compliqué pour pouvoir étendre et vulgariser ce type de construction. Toutefois, il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, qui savent faire. À savoir, une petite parenthèse quand même, c'est finalement la première technique qu'on a utilisée en construction paille, tout simplement Ouais. d'empiler des ballots. Le contexte, c'est les grandes plaines céréalières des États-Unis, là où la botteleuse est née, fin du 19e. Ces gens-là ont de la paille à profusion, mais très peu de bois, s'ils ont déjà tout défriché. Ouais. Donc ils vont utiliser le bois là où ils ne peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire en charpente. Et les murs, ça va être uniquement de la paille, essentiellement de la paille, et ils posent une charpente dessus. Voilà. Bon. Et actuellement, ça reste marginal, parce que bien sûr, on veut s'assurer, on veut être sûr que ça tient, etc. Ok. Et dans un mode de construction qui est différent de ce qui se passait à fin 19e, enfin bon, bref. Bon, cela dit, on ne sait pas encore vulgariser ce type de construction, mais certains se sont fait déjà assurer. Ok. Ok. Oui, j'ai vu il y a Maisons quelques. individuelles, Exactement. Ouais. et également un petit bâtiment public à René-sous-Bois. C'est une partie d'une école primaire. Ok. Ok. Et pour reparler de la filière justement, est-ce que la dynamique, selon toi, est-ce qu'elle est freinée par qu'est-ce qui freine en ce moment, si c'est le cas,
la dynamique du biosourcé, de l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés. Est-ce que ce sont des moyens humains? Est-ce que ce sont des moyens politiques ou, comment on va dire, de communication? Comment tu vois la chose? Alors, euh, donc déjà, ce qui ne freine pas, c'est l'aspect technique. On sait faire. L'aspect assurantiel, maintenant, hormis paille porteuse, hein, donc ce que décrit les règles professionnelles, c'est-à-dire la paille en tant qu'isolant au sein d'un mur et en tant que support d'enduit, que ce soit argile, chaux ou plâtre, les enduits qui respirent, ça on s'est assuré. Donc, si tu veux, cet aspect-là, donc ça a été la première, comme je disais, le premier travail du RFCP, et c'est ce qui a pris énormément de temps, quoi. C'était de pouvoir diffuser la construction. Donc ça, en gros, c'est fait. Voilà. Maintenant, il y a plus de freins techniques, assurantiels à, à construire massivement en paille. Voilà. Bon, pour passer cette deuxième étape de cette massification, ça met en jeu différentes choses. Ça va être étendre la formation aux professionnels. Donc on a déjà un référentiel de formation, on a des formateurs, on parle de, j'ai pas les chiffres à jour, mais quelque chose comme 600 professionnels qui ont été formés à la construction paille. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étendre. Mais déjà là, c'est un gros levier. C'est-à-dire que si toutes les entreprises connaissaient ce mode de construction, déjà ça pourrait avoir une grosse incidence. Euh, un autre levier, ça serait forcément l'information, la communication là-dessus. Ouais. Nous, on a très très peu de moyens, je parle nous filière, on a très très peu de moyens pour avoir accès aux médias de masse, hein, tout simplement. Euh, donc, c'est peut-être là que les pouvoirs publics pourraient s'emparer d'un sujet s'il avait la volonté de, de promouvoir ce type-là, parce que là, on va jouer sur les freins psychologiques, hein. Mhm. Donc, c'est la paille, ça brûle, les rongeurs, de toute façon, c'est simple, hein. Tu Ouais. parles de la paille à n'importe qui, tu vas avoir ces deux questions en premier, quoi. Voilà, ça marche dans 99% des cas. Mais rapidement, voilà, les gens ils ne sont pas bêtes, hein, ils comprennent ce qu'on leur explique, et donc ça c'est facilement levé. Euh, Après quelque chose, c'est aussi le coût intellectuel qui rejoint aussi le fait que peu de professionnels connaissent, sont formés. Voilà, quand on est un particulier, qu'on veut faire sa maison, bon, ben déjà souvent on a un budget limité, on va voir le constructeur de maisons individuelles qui t'annonce des prix à râler pas crête. Eux, ils sont formatés sur un type constructif, très peu qualitatif. Donc tout ça s'enchaîne et au final, on continue à faire du parpaing, laine de verre, quelque chose qui va marcher théoriquement bien la première année et que pour l'hiver. Parce que l'été, ça va être ça va être de la surchauffe, ça va être de la clim, ça va être un bâtiment qui n'est pas confortable, etc. Mais par la force des choses, on est encore dans ce système-là de la facilité. Parce qu'il est vrai qu'il est encore difficile d'accéder facilement à l'information. C'est ça. Voilà. Ça demande aux gens de vraiment s'approprier sa démarche de constructeur pour aller vers des solutions qui vont dans le sens de son confort, qui vont dans le sens de son économie aussi, dans le sens de sa santé, dans le sens déjà c'est pas mal, confort, écologie, santé, mais c'est pas ce qu'on lui propose de Ouais. manière Ouais.
de manière mainstream, et pour pouvoir aller chercher ces solutions, ça demande un petit effort intellectuel. Ouais. Voilà. Ok. C'est pour ça notamment qu'on parle plus d'écologie, si tu veux, dans le RFCP, on parle plus d'écologie parce que si on reste sur ce mode de communication, on va continuer à toucher une niche de population. Oui. Donc voilà, on parle plus de confort, d'économie d'énergie, etc., de Ok. santé. Ok. Ok. Bon. Eh ben superbe. Alors juste une petite seconde, je vais couper mon Facebook parce que j'ai des notifications et ça va s'entendre sur l'enregistrement. Donc on enlèvera ça au montage. Je reviens sur Skype. Ok. Ok. Je passe à la prochaine question. J'en étais où? Euh, c'est bon? Ouais. Alors, ouais, donc si j'ai bien compris, en ce qui concerne le matériau paille, il n'y a pas de danger particulier de massifier l'utilisation de ce produit. Alors qu'est-ce que tu entends par massifier? Enfin, quel danger tu peux t'imaginer? Qu'est-ce que tu as en tête là? Ok, c'est vrai que le danger, ce serait que ce soit récupéré, par exemple, par des grandes filières qui respectent pas forcément, on va dire, l'éthique initiale ou écologique des débuts. Les dangers, ça pourrait être le manque de ressources. Donc, si j'ai bien compris, ce serait pas le cas avec la paille. Donc voilà, En tout cas en France. en tout En cas tout en cas en France, ouais. France. Voilà. Donc voilà, si t'as des Ouais, choses qui te viennent, sinon on passe à la prochaine. d'accord. D'accord. Alors, la massification, on y est déjà. Tu parles des grands majors, Vinci, Bouygues, ils sont déjà emparés de la question, hein. Ok, Et alors, j'ai pas tous les projets en tête, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup, mais Vinci a déjà livré un bâtiment paille, un groupe scolaire. Il me semble que c'est celui de Issy-les-Moulineaux, mais bon, peut-être que je dis une bêtise. En ok, tout cas, Vinci en a fait un. Alors, Vinci, de toute façon, bah, ça fait des années qu'il s'est mis dans le bois, en, en achetant des gros constructeurs de bois, en ayant une filiale bois, quoi. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe avec la paille, hein. De toute façon, petit à petit, je pense pas que ce genre de groupe, enfin, ce genre de groupe répond aux besoins, quoi, tout c'est simplement. ça, à la Voilà. demande, ouais. Donc, voilà, donc il y a quelque chose qui se passe en paille, ils ont tout intérêt à y aller, bien sûr. Là, il y a un des grands groupes français là qui est en train d'être sur un projet et qui va sûrement se former à la construction paille. Donc ça vient. Ok, Après, quels sont les risques? C'est que la qualité baisse. Ça peut être un risque. Donc là, c'est plutôt le travail du RFCP justement. Donc il faut euh, il faut assurer la qualité en suivant les règles pro, et en étant formé. Alors quand je dis suivre les règles pro, c'est pas restrictif. Pardon. Euh, c'est pas restrictif parce que les règles pro évoluent forcément, hein, c'est pas quelque chose de figé et c'est pas parce qu'on est en dehors des règles pro que qu'on fait mal. Non. En dehors des règles pro, l'assurabilité est plus difficile. Mais il faut aller au-delà et il faut innover, il faut pousser la chose encore plus loin. Ça c'est voilà, ça c'est sûr. Mais il faut faire les choses avec conscience et sans sinistralité. Donc, donc c'est sûr que on a vu bien souvent que dès qu'on rentre dans des gros projets, dans des gros enjeux, bah, pour des raisons économiques, la qualité peut baisser. Voilà. oui, ok. Nous, RFCP, on a très peu d'emprise sur ça. Le RFCP, c'est des ressources propres par an qui vont de 35 à 40 000 euros, si tu veux.
Et Voilà. Et attends, je continue. Danger qualité. Après, tu as tout l'environnement aussi social. Effectivement, on sait que les conditions de travail ne sont pas forcément excellentes chez ces groupes. Mhm. Par du travail Détaché. détaché, ouais, par exemple, ouais. Mm. Ok. Et, Et ça, c'est le légiférateur qui peut faire quelque chose, hein. Nous, ouais. nous, malheureusement, on a très peu d'emprise. Pour l'instant, le- la loi est faite pour eux et pas pour la population. Donc, Oui, bon, oui, c'est on est ça. encore dedans. C'est ça. Et du coup, quand il y a des gros projets comme ça de Vinci ou d'autres grands groupes, est-ce que ils utilisent leur propre bureau d'études? Est-ce qu'ils sollicitent un petit peu le RFCP pour ne serait-ce que du conseil ou bien de l'accompagnement, de la formation? Comment est-ce que eux ils vont chercher justement l'information juste? Est-ce que c'est simplement à travers les règles pro que vous avez éditées? Est-ce que voilà, est-ce Ben, que ouais, en parallèle des règles pro, il y a un référentiel de formation qui s'appelle la formation ProPaille. oui, oui. Donc cette formation est reconnue notamment des assurances et c'est cette formation qui forme à l'utilisation des règles pro, quoi. Et de manière générale à tout le contexte lié à la construction paille. Donc ces groupes, dès qu'ils ont un projet, ils vont se former, hein, comme tout un chacun. Oui. Donc soit ils vont faire une formation qui est proposée dans un des organismes de formation, sachant que le RFCP lui-même ne forme pas, c'est le RFCP qui est propriétaire de cette formation, et cette formation elle est délivrée dans tout le territoire par des dizaines d'organismes. Voilà. Donc soit ces groupes vont se former dans une des formations qui est programmée, soit ils vont chercher à avoir une formation en interne, comme il se passe maintenant pour un des groupes. Euh, voilà, Ok. donc c'est des choses qui se font de manière normale. Après, ils vont au niveau de tout ce qui va être bureau d'études. Soit ils l'ont en interne, soit ils vont chercher des bureaux d'études qui ont déjà cette compétence. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ok. Ok. Et très bien. Et est-ce que, alors je vais voir, j'ai une petite liste ici. Donc sur le questionnaire, on parlait de d'axes de loi, de choses qui pourraient aller en faveur du développement des filières bois terre paille. Est-ce que Ouais. ça t'inspire quelque chose? Ouais, ouais, ça m'inspire en premier lieu la commande publique, par exemple. C'est un levier énorme. C'est ce qui en ce moment tire vers le haut la construction paille, à savoir pour remettre les choses dans son contexte. La France est le pays où la filière est le plus avancée. Ok. En Europe, c'est sûr. Dans le monde, vraisemblablement. Ok. Donc bon, ben, peut-être qu'il y a d'autres pays, je pense particulièrement à la Chine, qui est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Bon, j'ai pas des chiffres, mais Non. on peut imaginer qu'ils explosent vraiment en termes de nombre de réalisations, de nombre de bâtiments, ce qui est fait partout ailleurs. Mais en termes de dynamisme de filière, de connaissance du sujet, de réglementation, etc., la France fait figure de moteur, quoi, Ok. vraiment de moteur au niveau notamment européen, parce que c'est avec les partenaires européens qu'on a le plus de liens, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, ça resitue un petit peu le truc. Je sais plus pourquoi je te parlais de ça. En parlant Euh, Tu me des parlais axes, de la des loi, la axes de loi. commande publique, voilà, la commande publique. Donc voilà, donc la France est moteur, c'est en France qu'il y a le plus de construction et vraiment il y a un très grand écart, quoi, voilà, Ok. entre la France et les autres pays. Mais alors Voilà. je me Et donc voilà, pourquoi je dis ça? C'est parce que en France, par rapport à ailleurs, la commande publique, elle est aussi très motrice.
Ok. Donc c'est des mairies, c'est des groupes scolaires, c'est des gymnases, etc. Et donc là, on a un sujet. Je pense que si l'État veut vraiment développer la construction paille, c'est avec ce levier qu'il faut qu'il agisse. Donc on voit déjà de la commande publique qui mentionne la construction paille ou qui mentionne l'utilisation de matériaux biosourcés ou qui exige un certain label ou un certain niveau de performance. Voilà. Mais en termes de loi, pour répondre là vraiment à ta question, si les pouvoirs publics mettre des conditions à la réalisation d'un bâtiment public, hein, et là je ne vais pas y aller par quatre chemins, hein, c'est l'utilisation systématique au biosourcé partout là où ils peuvent l'être. Hein. Bon, il ne s'agit pas d'interdire les autres matériaux, mais partout là où les biosourcés peuvent être en concurrence avec par exemple un isolant d'origine minérale ou pétrochimique, c'est le biosourcé qui doit être utilisé, quoi. Ok. Voilà, ça serait un axe de loi qui tirerait vraiment les filières vers le haut, parce que derrière, s'il y a commande publique, ça veut dire qu'il y a marché. Ouais. Et ça veut dire que les entreprises s'y mettent, et derrière, les entreprises qui se mettent à faire ce type de réalisation, qui ont l'expérience et qui ont des équipes qui savent faire, etc., vont pouvoir aussi proposer ça pour la commande privée, pour la petite commande, les logements, etc., quoi. Ouais, ouais. Voilà, parce que c'est pas en développement, c'est pas en développant les petites entreprises qui savent faire de la maison individuelle ou du petit collectif qu'on pourra faire des grands bâtiments. Mais au contraire, si on sait faire des grands bâtiments, tout le monde On peut réduire. monte en gamme et on sait faire aussi des petits. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, Voilà. Et on a un grand impact sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les déchets. Le bâtiment, moi j'ai plus les chiffres en tête, mais les bâtiments c'est peut-être la moitié des déchets en France, quelque chose comme ça. C'est presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose c'est d'énorme, énorme, ouais. donc on va travailler aussi dans le sens de l'indépendance énergétique de la France, etc. Donc les enjeux sont énormes, Ok, ok. énormes. Ok, donc conditionner les appels d'offres en faveur du biosourcé Par exemple, et de ouais. cette filière. Très bien. Et quel moyen imaginerais-tu pour développer au niveau public, c'est-à-dire au niveau citoyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour générer un petit peu pour générer une dynamique à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau individuel. Nous, comme dit, on travaille un petit peu avec ce questionnaire. Et quels seraient les axes avec l'expérience du RFCP qui seraient à mettre en place? Alors, je parlais d'une chose. Alors, quelque chose qui est déjà en place, parce que là tu parles de citoyenneté, donc réappropriation des savoir-faire. Là, je pense de suite à l'autoconstruction. Oui, ok. Je sais pas si tu pensais à ça, mais Entre autres, oui. voilà. Donc autoconstruction, par exemple, il y a le réseau Twiza, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Donc c'est la plateforme ça a commencé plateforme du chantier participatif. Et maintenant ça devient la plateforme de la construction écologique, avec notamment la possibilité de mettre en lien des porteurs de projets, donc toi comme moi qui a un projet de construction, avec des professionnels, avec ceux qui accompagnent les autoconstructeurs, etc. Donc c'est un lieu aussi où il y a du partage, où il y a de l'échange, des retours d'expérience, etc. Donc c'est vraiment un outil magnifique, quoi, qui a été créé. Je félicite cette équipe avec qui on est proche, hein, d'ailleurs, avec le RFCP.
Voilà, premier point, il y a cet outil-là. Les gens qui le souhaitent vont pouvoir y accéder, vont pouvoir trouver des réponses là. Mais j'en reviens à ce que je disais au début, faut-il avoir le temps aussi de se poser les questions, de s'arrêter un petit peu et de questionner si on est en projet de construction, voilà, quel matériau je vais utiliser. Est-ce qu'il y a des choses qui existent mais que je ne connais pas encore et qui seraient bien? Oui, oui, Et à ce moment-là, il faut que j'aille les chercher. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très difficile. Donc la deuxième partie de ma réponse là, mais elle va être là, éminemment politique. J'enlève un petit peu ma casquette RMCP pour y répondre. Euh, je pense que la plus grande réponse, enfin la réponse la plus construite à cette question-là, c'est le salaire à vie. ok. Le salaire à vie, pourquoi? Parce qu'on déconnecte le travail de l'emploi et on libère les temps de cerveau disponibles. Voilà. Quand on ne doit plus se soumettre au marché de l'emploi, au marché du travail, je parle bien de soumission, Mhm. avec le chantage au chômage, etc. On gagne en liberté, c'est-à-dire que toute activité, avec le salaire à vie, toute activité devient travail, euh, engendre un salaire, donc c'est un droit que toute personne a. Et quand, quand on fait ça, je pense que on fait forcément des choses plus intelligentes. Voilà. Quand on n'est pas soumis à une réalité économique, aux conditions de travail d'une entreprise, ce qu'il faut produire, etc. Ben forcément, on fait des choses qui sont dans le sens de la citoyenneté, de la population, de la planète, etc., de soi, les choses qui nous ressemblent, qui nous font du bien. Et et il en découle que on fait des choses qui vont dans le sens de la planète, qui vont dans le sens de la santé, du confort et, et, et du coup avec cet outil-là, le salaire à vie, on fait des choses intelligentes, quoi. Ouais. Voilà. Je je vois pas en l'état actuel des choses comment trouver des rustines pour que les gens puissent sortir de leurs problèmes quotidiens, travailler, les transports, en même temps j'ai peur d'un attentat, enfin, tous ces trucs-là qu'on nous impose et penser à des solutions écologiques Ouais, là-dedans. ouais, Non, ouais. c'est très très difficile et c'est très difficile et puis ça fait comment dire ça fait porter une responsabilité qu'il est qu'il est inconcevable de faire porter aux gens. C'est extrêmement lourd. On nous impose un diktat de la consommation. On est affligé de publicité quotidiennement, etc. Et on nous fait miroiter, enfin pas miroiter, mais on nous fait peur avec un remboursement de dettes, etc. Et on voudrait que ça soit les gens qui soient l'initiative d'un changement eux-mêmes, c'est faire porter beaucoup de responsabilités, je trouve. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a une pression, comme tu dis, économique, une pression au niveau du travail. Ensuite, derrière, on va faire, on va dire aux gens que c'est aussi parce qu'ils éteignent pas la lumière en sortant de chez eux que le monde va mal et puis que voilà, C'est on fait ça. porter la responsabilité de tout, quoi. Mais Fermez les robinets ouais, quand vous vous brossez les dents, mais non, mais bon, arrêtez de nous foutre de notre gueule, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est pas là que ça joue. Bon. Eh ben, en tout cas, merci pour ces échanges. Est-ce que tu voudrais aussi nous faire part un petit peu des actualités à venir au RFCP, des événements, des petites choses qui vont arriver pour cet été ou pour bientôt? D'accord, ben pour très bientôt, dans un peu plus d'un mois, c'est les rencontres nationales de la construction paille. Mhm. Donc c'est l'événement annuel. Ok. Là, il va avoir lieu du 22 au 24 juin.
à Villefontaine. C'est proche de Lyon, un petit peu à l'est de Lyon. Voilà, donc le format, c'est première journée vendredi en mode conférence, présentation de bâtiments, échange, etc. Et après, samedi, dimanche, c'est une grosse assemblée générale, atelier, débat, et on se projette dans l'avenir, quoi. On décide en commun de ce que va être le réseau dans 3, 5, 10 ans, quoi. Ok. Voilà. Tout le monde est, l'entrée est libre dans le sens où c'est public. L'entrée est libre, donc les informations sur le site rfcp.fr, donc RFCP comme réseau français de la construction paille. Voilà. Ok, Ouais. très bien. 22 au 24 juin à Villefontaine. Donc, bah écoute, Gabriel, je te remercie mille fois. Et puis voilà, on reste en contact. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Avec plaisir. Merci Gauthier. Et puis bonne Merci pour ce que journée. tu fais. Et puis, ouais. Merci à toi. Bonne journée, bon courage, bonne vie et à bientôt. Ciao. À bientôt Gauthier. Donc voilà, c'était l'interview de Gabriel Martinez. Donc on a appris plein de choses. Si tu souhaites voir l'interview, donc voilà, c'était l'interview avec Gabriel Martinez. On a appris plein de choses durant ce moment. Sache que voilà que Gauthier. Donc voilà, c'était l'interview avec Gabriel Martinez. On a appris plein de choses durant cet entretien. Sache que Faisons le mur, c'est avant tout un blog, faisons-le-mur.com, sur lequel je t'invite à aller faire un petit tour. Et voilà, voilà, cette interview est terminée. Voilà, cette interview de Gabriel Martinez est terminée. On a appris plein de choses durant cet entretien. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à, comme d'habitude, sur YouTube, on laisse des pouces bleus, on s'abonne, on fait savoir qu'on est content dans les commentaires. Et puis, sache que Faisons le mur, c'est avant tout un blog. Donc, le blog, tu le retrouves sur faisons-le-mur.com. Je serai ravi de t'y retrouver pour suivre un petit peu les aventures de la construction écologique. Allez, bonne route à toi et à bientôt. Petite précision, n'oublie pas que le questionnaire est en bas de page, ça te prendra entre 5 minutes et le reste de ta semaine pour y répondre. Donc voilà, si tu es motivé, si tu es intéressé par la construction écologique et par le développement des filières bois terre paille, va cliquer sur le lien du questionnaire qui est juste sous la vidéo. Encore une fois, bonne journée à toi. Ciao. Putain. Sous ma gueule. Est-ce que tu m'entends bien, toi? Alors, qui va nous parler du RFCP et sur faire comme on a dit, on va essayer de pas parler trop vite, on va se laisser répondre et puis on va de l'avant. Surtout qui a accepté de répondre à notre questionnaire concernant le projet Waterpaille dont tu as certainement entendu parler si tu suis un petit peu la chaîne Facebook de Faisons le mur. Et puis voilà, donc je me suis associé à ce projet pour essayer de faire évoluer un petit peu les filières par la filière Waterpaille et voir quels pouvaient être les axes d'avancée, les axes de blocage, tout ça. Et donc sur la base de ce programme, eh bien, on essaye d'interviewer un maximum de personnes et de faire circuler un questionnaire auquel tu peux répondre également. Donc je mettrai le lien dans la description, un questionnaire qui s'adresse à toutes